à tous d'être présents. Vous l'avez compris, dans des conditions évidemment particulières pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous confinés. Et donc, nous avons décidé néanmoins chez Altares de maintenir ce webinaire parce que d'abord, il porte sur un sujet important. On l'abordera plus précisément, mais la 5e directive, bien sûr, reprécise les angles sur les bénéficiaires effectifs. Néanmoins, donc vous l'avez compris, des conditions particulières. Les équipes Altares sont donc éparses dans leur domicile. Donc je n'ai pas, en tant que modérateur et speaker, l'ensemble des équipes. Donc je vais essayer de prendre vos questions au fur et à mesure et puis dérouler ce webinaire comme on le fait d'habitude. En tout cas, je vous remercie encore d'être présent. Plus de 150 inscrits à ce webinaire qui est donc consacré sur ces bénéficiaires effectifs, comment les identifier et comment les analyser. Alors, on verra bien sûr, on reprécisera ce qu'est un bénéficiaire effectif, parce que sachez que on a beaucoup cette question de la part de nos clients sur BE, dirigeants, etc. On verra pourquoi les régulateurs nécessitent cette information. Bien sûr, cette fameuse grande difficulté pour les identifier, on verra l'ensemble des sources. Et puis, on verra que, en fin de compte, ces bénéficiaires effectifs sont évidemment la clé de la conformité, la clé sur l'ensemble des lois liées à la conformité, bien sûr la loi Sapin 2, la loi LCBFT et bien sûr la ML5. Je vous montrerai un peu dans notre solution comment tout ça s'est géré. Hein. Bien sûr, posez vos questions sur le chat, j'essaierai d'y répondre en même temps. Donc parfois je ferai des pauses. Alors oui, Farida, donc bien sûr, le webinaire est enregistré. Donc une fois qu'on aura coupé un petit peu les débuts chaotiques, on aura une vidéo avec bien sûr le son et l'image, bien sûr. Et puis la présentation vous sera envoyée sous format PDF et elle sera bien sûr routée dans les différents médias d'Altares. Alors, le bénéficiaire effectif, c'est une notion qui est évidemment très ancienne, mais pourquoi on a souhaité repréciser la définition? Bien sûr, c'est une personne physique qui, vous le savez, qui possède ou contrôle une entité juridique directement ou indirectement, et c'est bien sûr l'indirect qui nous intéresse. Ce sont des personnes physiques qui détiennent directement ou pas, c'est important bien sûr, au moins 25% du capital. Alors, aujourd'hui, c'est 25% pour la France, notamment dans la loi Sapin 2, par exemple. Mais ça peut changer, donc c'est important de pouvoir faire varier ce pourcentage-là dans vos recherches. Et puis, ce sont voilà, des personnes qui ont un contrôle sur l'organe de gestion, sur l'administration, sur la direction. Donc, ils ne sont pas dans l'organigramme, ils peuvent l'être, mais ils ne sont pas forcément dans un organigramme précis. Et alors, on l'a mis en exergue. Ce qui est important, c'est que il y a des entités en France, même dans le monde, où il n'y a pas de bénéficiaire effectif précisé, mentionné, déclaré par l'entité. Il faut le savoir, en France en tout cas, dans ces cas-là, c'est le représentant légal de la société qui fait office de BE. Alors ça, c'est une chose qui est assez peu connue. Nous, on partage avec nos clients, donc secteur bancaire et secteur corporate sur Sapin 2. On a beaucoup d'entreprises en France qui sont des PME, qui appartiennent en fin de compte aux dirigeants, tout simplement, aux patrons, pour faire simple. Et lorsque ces entités-là doivent déclarer un bénéficiaire effectif via le RNBE notamment, il faut savoir qu'elles n'ont pas mentionné de BE. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un, donc il faut avoir cette information-là pour, en fin de compte, prendre le dirigeant de cette entité légale. Donc, je vous ai mis un petit lien, le lien de la vidéo d'Infogreffe. Regardez-la, elle précise ceci. Donc là, c'est une première information. Le bénéficiaire effectif, c'est bien sûr 25%, celui qui est déclaré dans le RNBE, qui a un pouvoir de contrôle, etc. D'accord? Mais évidemment, ça peut être également le dirigeant. Je répondrai à vos questions juste après Muriel, je vais essayer de les prendre. Alors pourquoi l'administration nécessite ces listes de BE? On va faire des chiffres que également vous connaissez, toutes les pourcentages que nous connaissons depuis maintenant 4-5 ans, qui sont partagés. Tracfin
lors de la conférence ACPR, je crois que c'était au mois de juin dernier, exposait les évolutions de DS qui sont exposées, donc plus 20% par an. Évidemment, vous l'avez compris, hein, le bénéfice affectif, l'objectif, hein, c'est de lutter contre le blanchiment d'argent, de lutter contre le financement du terrorisme, et puis aussi, dans le cadre de Sapin 2, de pouvoir identifier eh bien, les BE et les dirigeants dans le cadre de l'anticorruption. Hein. Je vais répondre à toutes vos questions là, sur les associations et puis sur les formes juridiques, etc. Alors la difficulté, en fin de compte, elle est claire. C'est que chez Actares, on a un grand nombre de clients qui utilisent une solution de conformité, qui nous ont demandé les listes de bénéfices affectifs sous format fichier, donc ça c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. En fin de compte, la difficulté, c'est pas trop tant d'identifier le BE de vos tiers, c'est que une personne physique qui veut détourner, financer de manière malhonnête, va se cacher, en fin de compte, dans l'arbre capitalistique. Il va se cacher concrètement. Il ne va pas se mettre frontalement face dans l'organigramme ou en lien direct. Donc la difficulté, c'est ça, c'est bien d'identifier l'ensemble de la chaîne capitalistique. Je reprends sur mes tiers français qui ont peut-être des filiales amont ou aval à l'étranger. Donc là, c'est un premier signe, mais heureusement qu'on arrive à identifier toute cette chaîne. Parfois, ce sont des personnes étrangères. Alors ça, c'est très très important parce qu'il faut savoir, j'ajoute une parenthèse, on va avoir un petit peu de temps, que dans le cadre de l'indicateur de risque pays, hein, c'est-à-dire que lorsque vous faites une due deal, vous avez plusieurs éléments, dont un qui est le pays dans lequel est votre tiers, la personne morale. Prenons l'exemple de la France. Hein, eh bien, si dans l'arbre capitalistique, il y a un BE qui est d'origine sur un pays fortement à risque, je prends un exemple que tout le monde aura compris, la Syrie, hein, eh bien, le risque pays de cette entité morale change. Ce n'est plus la France, c'est la Syrie. Pourquoi? Parce que, et là on fait le lien avec le BE, c'est que l'activité de l'entreprise va bénéficier effectivement à une personne physique dont la nationalité est sur un pays qui est à risque. Voilà. Donc c'est pour ça que les BE qui sont des personnes hors du pays de l'entité morale, c'est très important de l'identifier. La fiabilité des sources. On verra quelques stats que j'ai mis en bas tout à l'heure, mais il y a plusieurs sources pour identifier le BE. Il y a la source officielle, et en fin de compte, elle est fiable, d'accord? Je vais en parler après, mais entre le moment de sa publication et le moment où effectivement il y a un nouveau BE, il peut se passer du temps, vous le savez tous, il faut du temps pour que les registres se mettent à jour. L'internationalisation des BE, là aussi, c'est quelque chose qui est assez très important, c'est que une personne physique qui est BE dans une entité, et souvent, on va prendre 25%, j'en parlais tout à l'heure, mais à partir de 10% par exemple, elle peut en fin de compte être bénéficiaire effective dans plusieurs entités morales qui sont dans plusieurs pays. Et en fin de compte, ces entités, elles ont parfois des liens capitalistiques qui sont très très faibles, 5, 10%. Donc il faut identifier ceci, et c'est là une des difficultés à le faire. Alors, je viens sur ce chiffre-là, les 64% des entreprises qui ont complété le RNBE, voilà. C'est une source qui a été mise en place par l'Open Data de l'INPI, donc il précise que 64% des entités qui devaient compléter le RNBE l'ont fait, donc c'est un chiffre que vous appréciez, d'accord, et 17% l'ont mis à jour. Alors, juste une chose, sur les 17% qui l'ont mis à jour, c'est pas forcément que c'est faible, c'est parce qu'il n'y a pas forcément eu de nouveautés dans les BE. Mais le premier chiffre, 64%, ça montre aussi que la difficulté d'identifier le BE. Alors, j'essaie de répondre aux questions. Alors, les syndics de copropriété et aux formes juridiques non prévues par la loi, doit-on chercher un BE? En fin de compte, je vais répondre autrement, c'est que l'ensemble des tiers avec qui vous travaillez, vous devez identifier, alors, dans la définition qu'on vient de citer, le bénéficiaire effectif. Donc, peut-être que les syndics de copro n'ont pas rempli le RNBE. Et donc là, on revient
à des entités morales françaises de type TPE, PME, qui, dans leur arbre capitalistique, n'ont pas de BE. Effectivement, elles n'en ont pas. Hein, c'est que il n'y en a pas qui sont cachés, c'est qu'elles n'en ont pas, d'accord. Et donc là, c'est le dirigeant qui fait office de BE. En tout cas, pour répondre, Nina, à votre question, mesurer l'honorabilité des dirigeants des personnes principales sur les syndics. Alors, Damien, les entités qui ne sont pas immatriculées au greffe, précisez-moi ce que ce sont les entités étrangères. D'accord? Ok. Et Muriel, vous me donnez le lien entre actionnaire et BE. Oui, les BE peuvent être actionnaires, l'actionnaire peut être BE. Donc c'est pour ça vous allez voir dans les schémas que je vais vous montrer que il faut bien identifier toutes ces personnes physiques en fin de compte. Hein. Donc les dirigeants, les actionnaires et les BE. Parfois vous ne les avez pas, hein, parfois on ne les a pas. D'où la difficulté d'identifier la bonne personne. Hein. Muriel, les associations également, hein, où il faut identifier les dirigeants. Sur les associations, soyez vigilants si vous avez des tiers qui sont associations. Je crois que c'est le dernier bulletin du GAFI hein, montre que le système associatif qui collecte des fonds est un gros vecteur de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Donc là, bien sûr, c'est des choses à vérifier. Alors, je continue, puis je vais prendre vos questions. Hein. Alors, autre difficulté, bien sûr, tout ce qui est trust, fiducie, les sociétés anonymes, la gestion des homonymes. Alors ça, c'est très important, la gestion des homonymes. Quand vous avez en fin de compte collecté votre bénéfice affectif, vous devez gérer, vous savez, hein, les faux positifs. Donc, en fin de compte, identifier si la personne que vous avez identifiée est la bonne. On regarde le nom, on regarde les prénoms, on regarde les alias, bien sûr, tout ce qui est date et lieu de naissance, le genre, bien sûr. Hein. Néanmoins, vous pouvez avoir des homonymes complets. C'est rare dans les cas qu'on a vus, mais ça peut arriver. Donc là aussi, on va regarder comment on gère les faux positifs. Donc, nous, ce qu'on voit chez Altares, c'est que, sans dire de pourcentage précis, mais sur l'ensemble de nos clients qui utilisent une solution de conformité, banque, assurance et bien sûr tout ce qui est secteur corporate, hein, avec Sapin 2, et notamment la partie client et les tiers clients et fournisseurs, faut être clair, sur les tiers français, on est quand même sur une grande partie de tiers qui est intègre. Et en fin de compte, ce qui, à première vue, lorsque vous avez un score de conformité qui est honorable, qui est vert, hein, tout à l'heure je vais vous montrer quelques exemples, bah, en fin de compte, on peut dire bah, c'est bien. Par contre, faut aller plus finement hein, dans la recherche du BE parce que vous l'avez compris, nous parlons clairement, hein, le criminel qui va se mettre BE, il ne va pas se mettre à 25%. Hein, il va se mettre en dessous du seuil pour être en dessous du screening, d'accord on voit des choses assez intéressantes. Hein, une société, un tiers qui était en Bretagne, je crois, qui fabrique des pinceaux, pinceaux de peinture pour le bâtiment, s'est rendu compte qu'il y avait un de ces BE qui avait peut-être 2-3% et qui était basé dans un pays à risque. Hein. Donc c'est ça la plus grande difficulté. Hein. Alors, je vais essayer de prendre les questions. Voilà. Juste avant de prendre les questions, regardez ce schéma-là. Hein. Vous comprenez tout de suite hein, que Monsieur X, hein, qui a 60% du capital de l'entreprise Holding B, hein, et Madame Z, vous voyez, hein, qui a 40% de l'Holding C, par rapport à l'entité A, en fin de compte, ils ont un faible pourcentage. Hein. Néanmoins, ils sont bénéficiaires effectifs avec des pourcentages relativement faibles, mais c'est plutôt dans ce genre de schéma que se cachent les BE non honorables. Alors, je vais prendre vos questions. Alors, j'essaie de les lire en même temps. Excusez-moi, c'est une situation un petit peu pas évidente ce matin. Donc, peut-on nous reprocher de mettre à jour les BE? Bon, non, Céline, non. Il y a la possibilité de déclarer des représentants légaux comme BE, mais si on met à jour la déclaration, alors, ok. Donc, si je comprends bien, vous avez rempli votre RNBE. Votre question, je vais la reprendre peut-être à part, elle concerne plutôt votre démarche. Hein. Hortense, vous avez été victime d'une tentative de scam. Fausse signature du CEO. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ça, c'est la photo.
comment la photo président, là, qu'on appelle ça, là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, d'accord. Ok. Alors, je ne peux pas forcément vous répondre. Hortense, je vais prendre votre mail dans votre message dans une autre partie, puis on vous y répondra peut-être avec nos consultants. Hein. Alors, Nina, je vais juste prendre votre question parce qu'elle concerne ce que je viens de dire. Je comprends donc que identifier le BE, il faut remonter jusqu'à la holding, oui, il faut aller jusqu'à l'arbre capitalistique. Alors, oui, c'est vrai que si vous avez un dirigeant, en effet, quand vous avez une entité PME française qui n'a pas déclaré de BE, et vous pouvez avoir son arbre capitalistique. Nous, à Chaltares, on a l'habitude de faire ça. Donc, le dirigeant de l'entité est considéré comme BE. Si vous avez l'arbre capitalistique de cette entreprise et les taux de détention, eh bien, vous allez considérer ces personnes physiques comme étant bénéficiaires effectifs. Parce que, effectivement, cette entreprise, si elle fait du revenu, des bénéfices, et qu'elle partage ces bénéfices avec ses bénéficiaires, ses actionnaires, eh bien, ces revenus vont remonter jusqu'à ces personnes-là. Donc, il faut aller jusqu'au bout de l'arbre capitalistique. Hein. Mais ça se fait enfin, honnêtement, c'est quand même assez. Enfin, la difficulté, bien sûr, c'est qu'il faut avoir une solution pour remonter tout ça, mais ça se fait quand même facilement. Je continue, j'ai mis quelques pourcentages de taux de détention. Vous voyez, hein, on parle beaucoup du 25% sur la France, FICEN aux US, c'est pareil. Mais la quatrième directive, bon, maintenant la cinquième, c'est 25%, mais vous voyez, hein, il y a des taux quand même qui sont différents. Hein. Donc là aussi, aujourd'hui, AML 5 et Sapin 2, c'est 25%, mais imaginez qu'un jour on puisse descendre. Hein, donc là aussi, il faut ajuster tout ça. Alors, comment collecter les BE? Je vais venir juste après, je lis vos questions. Donc, Nina, j'ai répondu. Muriel, la base Indudi a bien les seuils sur le sujet. Oui, oui, oui. Oui. Bah, là, vous parlez d'un produit Altares hein, qui est Indudi, mais là, on est sur un thème plus global hein, sur les bénéficiaires effectifs. Mais oui, bien sûr, même cette enfin, je veux dire, toutes les solutions dignes de ce nom ont bien sûr les seuils. Hein, ça, c'est clair. Hein, d'accord. Et justement, comment on calcule tous ces seuils? Alors, d'abord, vous avez les sources officielles, on va en parler. Souvent, on nous pose cette question-là. Hein. Donc, les sources officielles, on va revenir. Les sources publiques, ça c'est intéressant. Les sources internes, on va revenir. Vos propres sources, vous avez vous, hein, au sein de vos entreprises, vos services achats, vos services commerciaux peuvent avoir des informations sur les BE. Et puis, les enquêtes. Alors, je vois que vous utilisez plusieurs systèmes pour me poser des questions. Alors, j'y vais. Alors, je reprends la question de Nathalie. Le RNBE est-il suffisant pour analyser les BE? On va en parler. On va en parler. Hein. Où doit-on vérifier les statuts? Si la différence entre le BE et le RNBE, les statuts, que doit-on faire? Attendez, parce que vous me demandez si on fait une déclaration de TRACFIN, donc on va regarder ça plus précisément. Si la différence entre le, j'arrive pas très bien à lire, hein, BE, d'abord faites une due deal. Lancez une due diligence hein, sur les informations que vous avez. Hein, et puis, en fonction de ça, il y a peut-être une DS à faire à TRACFIN. De toute façon, ils prennent tout maintenant chez TRACFIN. Hein. OK. Et puis Céline, vous avez reposé votre question du chat, donc c'est parfait. Hein. Alors, on va regarder toutes ces sources. Hein. Alors, les sources officielles, vous les connaissez. Hein. INPI, Infogreffe, on les connaît. Les statuts qui sont aujourd'hui dématérialisables, donc c'est parfait. Je vous le disais, hein, 64% ont complété le RNBE, 17% l'ont mis à jour, c'est pas forcément grave hein, comme information. Et c'est des statuts en PDF. Donc déjà, unitairement, vous pouvez aller demander les statuts auprès du greffe, c'est payant. Hein. L'INPI a une API là qu'ils ont lancée qui permettrait, je me conditionne parce qu'on est en train de la tester chez Altares, de collecter les statuts également, mais vous collectez des statuts, des documents PDF. Hein. Donc lorsqu'on est sur de l'entrée en relation unitaire, ça peut le faire, ça peut fonctionner. Lorsqu'on est en masse de tiers, 2000, 3000, 40 000, 100 000 tiers, c'est à peu près les moyennes que l'on gère hein, chez Altares, bien là, il faut quand même avoir une autre méthode pour prendre tous ces PDF, les dématérialiser
identifier les BE. Bon, ça, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent sur le marché, nous on fait, ça se passe très bien. Néanmoins, vous avez compris que ben, il n'est pas forcément très complet, mais c'est normal, hein, c'est normal. Vous avez les sources publiques. Les sources publiques, c'est ce que publie vos tiers. Et je ne faut pas croire, mais en fin de compte, c'est souvent très très à jour, les rapports d'activité, les publications des entités, la presse. Lorsqu'il y a un rachat, lorsqu'il y a une nomination, lorsqu'il y a une prise de capital, souvent les grands groupes, les ETI font une publication. Si on est sur des grosses PME, c'est peut-être moins le cas. Et donc là, il y a peut-être d'autres sources pour avoir l'information, mais euh, souvent, c'est une source qui est intéressante. Souvent, elle est immédiatement à jour, la source publique, et l'officialisation du changement d'un BE dans les sources officielles, elle se fait souvent dans un temps qui est à prendre en compte, pour pas dire considérable, d'accord? Donc, nous, ça nous arrive souvent d'être face à certains d'entre vous, hein, où on nous demande, tiens, bon, on va analyser tel tiers, et puis les BE sont pas à jour en fin de compte. Et quand nous on regarde le statut du greffe, hein, tout simplement, alors on voit que notre base est à jour. Hein. Donc, c'est-à-dire que la publication les sources officielles n'ont pas été faites. Parfois, soit elles n'ont pas été faites, soit elles ont été faites, mais il faut que ça soit, il y a le temps de la mise à jour. Bon. Donc ces deux sources, elles sont importantes. Les sources internes. Les sources internes, c'est les documents que vous disposez avec vos tiers, je pense notamment à vos clients, à vos fournisseurs, qui vous transmettent des documents qui sont internes sur un nouvel organigramme, sur une prise de capital, un nouveau BE, un nouveau dirigeant, par exemple. Hein. Et ça, ce sont des sources que vous pouvez demander à vos tiers, si vous êtes bien sûr, en relation avec eux, historiquement, et qui vont alimenter, en fin de compte, votre liste de bénéficiaires affectifs. Vos propres sources, vous avez certainement des portails fournisseurs aux clients qui aujourd'hui fonctionnent très bien, qui vous permettent de déposer des documents, d'échanger des documents avec vos tiers, et qui, vous pouvez, dans ce genre de portail, demander la liste des bénéficiaires affectifs ou des dirigeants, hein, enfin, aller jusqu'à dirigeants, aller jusqu'à actionnaires. Hein, ne vous concentrez pas uniquement sur les bénéficiaires effectifs, hein, élargissez ce genre de demandes. Auprès de vos tiers. Certains vont vous les transmettre, d'autres pas. Le souci, lorsque vous collectez toutes ces sources de données, c'est les intégrer dans votre site KYC. Hein, donc les sources publiques, bah, il faut aller identifier le document, puis saisir l'information dans un outil. Les sources internes, bah, faut d'abord que vos services métiers éventuellement vous remontent l'information de ces nouveaux BE. Et puis vos propres sources, eh bien, il faut là avoir un workflow qui permet de remonter tout ça. Hein. Et puis vous avez les enquêtes. Il y a des cabinets avec qui on travaille, Altares, alors pour d'autres solutions, et qui là vont faire des enquêtes beaucoup plus approfondies et qui vont aller vraiment faire approfondir et identifier les bénéficiaires effectifs, les actionnaires et les dirigeants. Alors, je vais prendre vos questions. Donc, vous avez compris, on est dans un format un petit peu particulier ce matin. Donc, je dois à chaque fois les faire défiler. Elles n'apparaissent pas sur mon écran. Il n'y avait pas d'autres questions. Alors, d'accord. Donc là, vous vous échangez des informations. Donc, c'est très bien. Hein, Jessica, OK. Très bien. OK. Alors, Muriel, si quand il n'y a rien qui apparaît sur Inudi, c'est qu'ils n'ont pas communiqué publiquement. Ou c'est une question de... Non, non, c'est qu'ils n'ont pas publié publiquement. Alors, aucune solution de conformité n'est parfaite. Franchement, j'ai pas du tout de problème à dire ça sur un webinar face à des clients. Et les solutions d'Altares et puis les autres, on a des liens avec le greffe. Pour répondre clairement à votre question, s'il n'y a rien comme BE, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que soit il y en a, mais ça n'a pas été publié ou mis à jour, d'accord? Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, il faut regarder vraiment toutes ces sources-là, hein, les sources publiques, les sources internes, vos propres sources. Vous n'avez pas de BE sur un tiers dans une solution. Il faut voir qu'il y a un dirigeant, déjà, ça c'est important.
et peut-être regarder dans d'autres sources si il n'y a pas une mention d'un bénéficiaire effectif. Donc voilà, peut-être élargir. Hein. Mais généralement, les solutions d'Altares, on est greffé, c'est le cas de le dire, on est lié au greffe, et puis j'élargis hein, sur l'ensemble des sources officielles mondiales, hein, parce que vous le savez, on travaille avec l'ensemble des sources. Bon, c'est pas vraiment le sujet. Hein. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer quelque chose parce que si vous collectez les BE, tous les BE, à partir du premier pourcentage, si vous collectez tous les dirigeants, d'accord, si vous collectez tous les actionnaires, vous allez envoyer dans le screening un volume de personnes physiques énorme. Et vous allez devoir gérer les faux positifs. Hein. Vous le savez, hein, la gestion des faux positifs, donc la gestion des homonymes, elle est impérative. Hein. Votre due deal n'est pas validé tant que vous n'avez pas géré les faux positifs et donc identifié les homonymes. Donc, vous l'avez compris, plus vous envoyez de personnes physiques dans le screening, plus vous allez avoir potentiellement des faux positifs à gérer. Alors, sur le secteur banque et assurance, certains sont présents. Vous avez eu l'habitude de ceci et vous avez, pour certains, mis des équipes en place. Pour le segment corporate, distribution, transport, manufacturing, eh bien, là, c'est plus délicat parce que souvent, vous êtes sur des équipes qui sont plus réduites. D'accord. Bon, c'est pas un reproche, mais nous, on le voit beaucoup chez Altares qu'il y a besoin de conseils en termes d'organisation. Alors, ce que vous devez faire quand vous avez réussi à collecter toutes ces personnes physiques, bénéficiaires effectifs, les dirigeants et les actionnaires, il va falloir donc commencer à trier tout ça. Alors, je vais vous montrer comment on pourrait faire. Donc, tout à l'heure, vous parliez de l'un d'entre vous parlait de la solution Indudi. Regardez, je vais revenir sur ce tiers-là, que tout le monde connaît, Fimalac. Et donc, on a des BE, vous voyez, c'est en train de se charger, des bénéficiaires effectifs, des dirigeants et des liens capitalistiques. On a 6 BE et 12 dirigeants. Donc là, il ne faut pas forcément tout envoyer dans le screening. Regardons un petit peu. Alors là, regardons un petit peu comment ça va se passer. Je vous montre quelque chose qui est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah bah oui, attendez, hop, voilà. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi, voilà. Excusez-moi, excusez-moi. Donc je reviens un petit peu en arrière et oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà. Donc regardons ce tiers que vous connaissez. On a des BE, on a des dirigeants et on a des liens capitalistiques. Ça fait quand même pas mal de personnes physiques. Hein. On peut regarder ici dans le détail. Les dirigeants managers. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant en lien notamment avec vos sources internes, c'est que vous pouvez il faut que vous puissiez ajouter manuellement des personnes physiques. Vous voyez, je ne me borne pas uniquement à BE, je parle des BE, des dirigeants. Que vous puissiez ajouter un BE qui est issu de votre source, bien sûr, hein, source interne. Bien sûr, vous précisez le taux de détention, il est très très important. Si possible, genre, date de naissance, etc., pour que le screening soit le plus précis possible. Évidemment, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant que cette donnée que vous allez rentrer, elle n'est évidemment pas partagée avec la base de données mondiale de Dun & Bradstreet, Altares. Évidemment, elle n'est pas partagée avec les autres clients d'Altares, hein, ça va sans dire. C'est une information qui vient qui est de vos propres sources, elle n'est pas vérifiée par Altares, donc on ne va pas forcément la partager. Néanmoins, c'est une information que vous avez, eh bien vous allez pouvoir l'intégrer. Donc, on a ici des BE, on a ici des dirigeants, on en a pas mal. Est-ce qu'on envoie tout dans le screening? Alors, c'est pas ce qu'on recommande. Ce qu'on recommande, regardez. Je rentre un peu dans le moteur. D'abord, au niveau des BE, vous allez pouvoir mettre uniquement ceux qui ont 25% de taux, je vais y arriver, de taux de détention. D'accord? Voilà. Hein. Donc, à partir de 25%, on va envoyer les BE dans le screening. Au niveau des dirigeants, regardez, c'est intéressant. Soit vous les envoyez tous, soit uniquement les principaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important d'identifier les BE, bien sûr, c'est le sujet, mais dans les dirigeants,
faut pas forcément tous les envoyer dans le screening. Plutôt uniquement les principaux. Vous allez là réduire le volume de hits hein, issu du screening. Votre indice de confiance, le fameux fusil match, hein, vous allez 90%, c'est pas mal. En fin de compte, c'est la proximité orthographique de votre recherche du screening. D'accord? Plus vous montez, plus vous allez prendre parfaitement le nom et le prénom dans la bonne orthographe du tiers. Donc, généralement, entre 90 et 95%, ce sont des pourcentages qui sont assez usités. Autre chose, vous allez aussi, intéressant, avoir le choix de gérer automatiquement ou pas vos faux positifs. C'est que là, on a des algorithmes qui vont aller vérifier si le faux positif remonté, le hit remonté, est un faux positif ou un match confirmé. Donc, date de naissance, lieu de naissance, prénom, les prénoms, orthographe, les alias, important les alias, et puis bien sûr le pays de naissance, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça, vous pouvez donc gérer ça de manière automatique. Donc, ce qui est important dans mon exemple, excusez-moi, je vais revenir sur Fimalac, excusez-moi, voilà, tac, il est ici, voilà. Voilà, vous avez ici un score qui a été calculé en l'occurrence. Donc, vous avez les BE qui remontent des sources officielles, on revient pas dessus, les sources officielles actuelles, hein, si j'ose dire. Hein. Peut-être qu'entre-temps, ça a changé et que les statuts sont en train d'être mis à jour par le greffe, que l'entreprise doit valider des éléments, etc. Vous avez la possibilité d'ajouter des BE si vous avez des sources internes, publiques, qui vous permettent d'enrichir un BE qui sera évidemment screené, hein, évidemment, hein, c'est évident. Et puis, au niveau des dirigeants aussi, hein, les dirigeants, vous pouvez également rajouter des dirigeants. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le maillage de personnes physiques ayant un pouvoir, étant BE ou dirigeant, le plus fin possible. J'ai vu plusieurs de vos questions, mais si je n'ai pas, comment on fait, etc. Bon, déjà, vous pouvez partir sur cette base-là, d'accord? Et ça va vous permettre, en fin de compte, vous voyez, là, on a lancé un screening sur ces personnes physiques, hein, sanction PEP et presse négative, il n'y a rien de remonté. Sur les BE, on peut peut-être y aller. Là, vous voyez, là, il n'a pas été screené, là, parce que le taux de détention est trop faible. Voilà. Et puis sur l'entité, bah, on a vu risque pays, c'est faible, et risque activité, c'est faible. Alors, je le répète, hein, si un BE ou une filiale, parce qu'on a également là les filiales, hein, donc si un BE ou une filiale est dans un pays à risque, le risque pays ici va changer. Hein. Donc vous aurez dans le score de conformité, je reviens dessus, vous aurez dans le score de conformité sur la partie risque pays, ici, vous aurez un indicateur qui sera donc orange ou rouge. Hein. Donc, voilà comment ça peut se passer. Je vais revenir sur la présentation PowerPoint. Voilà, alors il y a plusieurs questions. Ah oui, c'est intéressant, Nathalie. Donc, je pose d'autres questions. Si on ajoute manuellement un BE, j'imagine, hein, comment identifier la source de l'apport? Alors, manuellement, c'est votre source à vous. Hein, c'est votre source interne. Donc, vous devez quand même avoir quelque part le document, l'article de presse, le rapport d'activité de l'entité qui mentionne que M. Duchon est maintenant a pris des parts dans l'entreprise. On le voit là, il y a comment des acteurs là, qui sont en train de prendre des parts dans d'autres entreprises là. Bon, c'est publié par la presse. Hein, je pense à Nice Matin ou Ouest France, des choses comme ça. J'ai vu ça passer. Bah, le temps que ça soit mis dans le greffe, ouais, ça peut peut-être prendre un peu de temps, ce qui est tout à fait normal. Hein. Alors voilà, je vous ai montré ici cet écran, mais vous avez compris. Hein, bien sûr, toute cette identification du BE, elle va augurer un bon screening avec quelques paramètres qu'on a précisés à l'instant. Et ça va vraiment, vous allez avoir vraiment une vue qui est le plus précis possible, puisque vous avez vos BE et dirigeants, hein, principaux ou pas. Et puis vous avez votre moteur de screening qui va
faire le job avec les différentes options qui permettent d'aller plus ou moins vite. Hein. Alors, juste comme ça, hein, ça vous le savez aussi, hein, 100 millions de BE sur la base mondiale de l'Anbra Street, 10 millions en Europe. Le dernier chiffre est intéressant, 9 millions en France, il y a 10 millions d'entités, de mémoire, 4 millions actives, je crois. Donc là, on est plutôt confort sur la partie française. Attention, hein, sur ces 9 millions de BE de BE en France, il y a des dirigeants, donc, hein, forcément. Il y a donc des dirigeants. Hein. Et c'est vrai que je veux dire, l'orthodoxie orientait la due deal uniquement sur le BE, et on pouvait s'en contenter, d'accord. Maintenant, les criminels ont bien compris l'astuce, ils se mettent sur des taux de détention très bas en BE, et ou alors ils se masquent dans les dirigeants. Ah. Voilà, et ça, vous connaissez aussi les solutions de conformité que l'on a sur Altaris. Voilà, merci à tous. Je sais que ça n'a pas été évident au début de ce webinaire. J'en suis désolé pour les contraintes techniques. Et vous l'avez compris, on n'est pas sur des situations normales. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Et puis, on se reverra certainement dans d'autres webinaires ou chez vous avec nos account managers. Merci bien. Merci. Bonne journée à tous.